ChatGPT, AI, great for AI. AI. AI gets better and better. It's AI researchers. AI stuff is expensive. Bonjour à toutes et à tous. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où venait ce pouvoir technologique? Qui est le premier humain à s'être dit un jour dans son bureau et si on donnait une âme à une machine? On a l'impression que l'IA a été inventée il y a 3 ans avec l'arrivée de ChatGPT. Mais c'est faux. C'est l'aboutissement d'une guerre secrète scientifique et philosophique qui dure depuis près de 80 ans. Une histoire pleine de génie brisé. Des faillites totales qu'on appelle les hivers de l'IA. Et des duels mythiques entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, on rebobine tout. Des laboratoires secrets de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au gratte-ciel de Silicon Valley. Voici la véritable histoire de l'intelligence artificielle. Sortez les popcorn et on est parti. Pour comprendre la genèse de tout ça, il faut oublier Internet, oublier les ordinateurs portables et revenir à une époque où les machines marchaient encore avec des rouages mécaniques. Notre histoire commence avec un homme. Si vous devenez retenir un seul nom aujourd'hui, c'est le sien, Alan Turing. Alan Turing, né le 23 juin 1912 à Londres, est mort le 7 juin 1954 à Wilmslow. Ce mec est un mathématicien britannique de génie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaillait pour les services secrets britanniques dans un lieu ultra secret appelé Bletchley Park. Sa mission: briser Enigma, la machine à crypter réputée inviolable que les nazis utilisent pour commander leurs sous-marins. Pour y arriver, Turing se rend compte qu'un cerveau humain est trop lent. Il crée donc une machine mécanique géante baptisée la bombe, capable de tester des millions de combinaisons par seconde. Et il réussit. L'histoire estime que grâce à l'invention de Turing, la guerre a été écourtée de 2 ans et que des milliers de vies ont été sauvées. Et si vous voulez voir ce que ça donne visuellement, je vous conseille d'ailleurs le film Imitation Game. C'est exactement ça. Mais la guerre se termine et Turing voit plus loin. En 1950, il publie un article scientifique révolutionnaire intitulé Computing Machinery and Intelligence. Dès la première ligne, il pose une question qui choque le monde entier. Les machines peuvent-elles penser? À cette époque, les ordinateurs occupaient la taille d'une pièce entière et ont moins de mémoire que votre brosse à dents électrique. Mais Turing s'en fiche. Il en avance sur son temps, il invente le test de Turing. La concept est simple. Imaginez que vous discutez par message textuel avec 2 interlocuteurs cachés dans une autre pièce. L'un est un humain, l'autre est une machine. Si au bout de 5 minutes de conversation, vous êtes incapable de dire qui est qui, alors la machine a passé le test et stimule parfaitement l'intelligence. Malheureusement, Turing ne verra jamais la suite. Persécuté par son propre gouvernement en raison de sa homosexualité, qui était un crime en Grande-Bretagne à l'époque, et il meurt tragiquement le 7 juin 1954 à seulement 41 ans. Il a laissé derrière lui les fondations de l'informatique moderne. On est en 1956, 2 ans après la mort de Turing. Et c'est cette année-là que le mot magique apparaît, enfin. Un groupe de jeunes scientifiques ultra ambitieux se réunit pour une conférence à l'université de Dartmouth, aux États-Unis. Parmi eux, un chercheur de nom John McCarthy. C'est lui qui, pour convaincre les universités de lui donner des budgets, invente le terme officiel, intelligence artificielle, ou on l'appelle aujourd'hui l'IA. Le projet de ces chercheurs pour l'été 1956. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont écrit dans leur rapport: nous pensons qu'une avancée significative peut être faite dans l'apprentissage des machines si un groupe de chercheurs
Sélectionnés, ils travaillaient durant un été. Vous imaginez? Ils ont été d'un optimisme totalement délirant. Ils pensaient régler le problème de l'intelligence artificielle en 2 mois de vacances. Du coup, les gouvernements américains et britanniques s'enflamment. Ils balancent des millions de dollars sur la table. Les scientifiques promettent qu'en 1980, les machines feront tout le travail à notre place et qu'on aura des voitures autonomes dans les rues. Sauf qu'on arrive dans les années 1970 et rien ne marche comme prévu. Pourquoi? À cause d'un double mur technique. Premièrement, la puissance de calcul. Les ordinateurs de l'époque sont des tortues. Ils n'ont pas la force brute pour traiter des milliards de données. Deuxièmement, le manque des données. Pour qu'une IA apprenne ce qu'est un chat, il faut lui montrer des millions de photos de chats. Mais en 1970, Internet n'existait pas. Les photos numériques non plus. Le gouvernement se rend compte qu'on leur a vendu du rêve. En 1973, le fameux rapport Light-Tail au Royaume-Uni détruit complètement les projets de recherche en disant que l'IA ne sert à rien. Résultat, on coupe tous les budgets. C'est le premier hiver de l'IA. Pendant près de 20 ans, le sujet devient tabou. Si tu disais que tu bossais dans l'IA, tu passais pour un charlatan. Donc il faudra attendre la fin des années 80 pour que l'IA sorte de son hibernation de la manière la plus spectaculaire possible. Et ça se passe autour d'un plateau de 64 cases. Nous sommes en mai 1997 à New York. D'un côté de la table, Garry Kasparov, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, un humain au cerveau phénoménal. De l'autre côté, Deep Blue, un super ordinateur développé par la firme IBM, capable de calculer 200 millions de positions par seconde. The bishop can easily fall victim to what we call an overload tactic. When one piece has to defend so many pieces, there's always a problem that there's an overload tactic and he may go down. Gary is not. He looks. I mean, he looks. We very. What are we missing something on the chessboard now that Kasparov sees? He does not look. He looks disgusted. He looks. And he went on, and he should get an Oscar, an award, and he should get $300,000. And whoa, Deep Blue Kasparov after the move C4 has resigned. L'année d'avant, en 1996, Kasparov avait battu la machine. Il était confiant. Mais en 1997, les ingénieurs d'IBM ont amélioré le système. Le match se joue en 6 parties. Au début, c'est ultra serré. Mais lors de la deuxième partie, la machine fait un coup d'échec totalement bizarre, contre-intuitif, un coup d'une finesse presque humaine. Kasparov devient paranoïaque en direct devant les caméras du monde entier, persuadé qu'IBM triche et qu'un grand maître humain est caché dans les coulisses pour aider l'ordinateur. Le 11 mai 1997, Kasparov craque et abandonne la dernière partie en seulement 19 coups. C'est un séisme planétaire. Pour la première fois de l'histoire, la machine a battu l'homme à sa propre jeu, là où on pensait que l'intuition humaine est imbattable. L'IA n'est plus une blague des années 50, elle devient une réalité
tangible. Après le coup d'éclat d'IBM, la technologie avance au coulisson grâce au deep learning, l'apprentissage profond, et à l'explosion d'Internet qui fournit enfin les milliards de données nécessaires. En 2015, une petite organisation à but non lucratif est créée par plusieurs figures de la tech, dont un certain Sam Altman et un certain Elon Musk. Retenez ce nom-là. Son nom, OpenAI. Leur but de base, s'assurer que l'AI ne détruise pas l'humanité. Pour tout s'accélérer, sortez vos agendas. Voici la date qui a fait basculer notre décennie. Le 30 novembre 2022. Ce jour-là, OpenAI met en ligne un outil gratuit appelé ChatGPT. Pas besoin d'être ingénieur au MIT pour l'utiliser. Un simple barre de recherche textuelle suffit. En seulement 5 jours, l'application franchit la barre de millions d'utilisateurs. Au titre de comparaison, il a fallu 3 ans et demi à Netflix et 10 mois à Facebook pour faire la même chose. C'est la casse du siècle. Aujourd'hui, à quoi ressemble le paysage de l'IA ? Pour que vous compreniez bien qui domine le game en ce moment, on va imager ça très simplement. Imaginez une immense avenue technologique où les logiciels d'IA seraient des bâtiments. Tout au bout de l'avenue, vous avez un gratte-ciel immense de 100 étages qui projette son ombre sur toute la ville. C'est ChatGPT OpenAI. Ils possèdent entre 76% et 79% des parts de marché mondial de l'utilisation des IA. Grand public. Ils sont intouchables pour le moment. Juste à côté, vous avez un building très moderne, mais 2 fois plus petit. C'est la tour Gemini de Google. Ils ont environ 10 à 15% de marché. Ils ont la puissance financière, mais ils sont arrivés après la bataille et rament pour rattraper la gratte-ciel d'à côté. À pied de ces géants, on trouve des petits immeubles de start-up ultra branchés. Claude, adoré par les codeurs pour sa précision qui pèse environ 3%. Et Perplexity, le petit pavillon du futur qui réinvente la recherche sur Internet avec environ 4% d'utilisateurs, je dirais plutôt. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Une guerre de tours à chaque étage supplémentaire se paye en milliards de dollars de serveurs. Vous imaginez à quel point c'est fou. Quand on regarde le chemin parcouru depuis Alan Turing en 1950 et sa petite machine mécanique jusqu'au serveur d'OpenAI, aujourd'hui le bond technologie donne le vertige. On est passé d'une simple question philosophique à un outil qui redéfinit l'art, le travail, la médecine et l'éducation. La vraie question que je vous pose maintenant, c'est d'après vous, à quoi ressemblera notre avenue des IA dans 5 ans ? Est-ce que la gratte-ciel de ChatGPT va s'effondrer au profit d'un nouvel acteur open source ? Ou est-ce qu'on va tout droit vers une intelligence artificielle générale qui dépassera définitivement l'esprit humain ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je lis tout. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir ce genre de format historique, laissez un énorme pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines enquêtes. C'est un plaisir, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.